Et bonsoir à toutes et bienvenue à tous sur Radio Occitanie dans le cadre de ce confinement de nations apprenantes, etc. Aujourd'hui encore une fois une séquence donc en français qui est une reprise d'un article que j'avais fait pour l'excellent magazine Twice. Aujourd'hui on va s'intéresser à la littérature, au roman gothique, donc cette littérature britannique pour l'essentiel, même s'il y a eu quelques Français, de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. Et on va voir notamment en particulier qu'en réalité, il y a deux romans gothiques, l'un que l'on appellera le roman gothique classique et le suivant que l'on appellera le roman gothique victorien. Alors, on va commencer avec une petite histoire. Grand temps, il était une fois. Il était une fois, en 1816, en Suisse, quasiment les pieds dans l'eau du lac Léman, la somptueuse villa Diodati, propriété du célèbre Lord Byron, qui est à cette époque-là le chantre de la poésie romantique britannique. My Lord Byron est mondain, alcoolique, coureur indifférent de jupons et de caleçons, le nez et le coude dans tout ce qui se boit, se fume ou s'inhale. Bref, on a l'image parfaite de l'aristocrate déglingué et un brin décadent qui trompe son ennui avec tout ce qui bouge et tout ce qui lui tombe sous la main. Cet été-là, pour vous situer un peu la situation, en juin donc 1816, voyez-vous, il vient de divorcer, ce qui à l'époque suffit pour être shocking, isn't it? Mais lui en plus, il a divorcé de sa demi-sœur. Voilà, il avait épousé sa demi-sœur. Donc pour vous situer un peu, Lord Byron à côté, Jim Morrison, c'est un Teletubbies. Donc, pour fuir la bonne société londonienne, il a embarqué dans sa campagne suisse tout un tas d'esprits, plus ou moins déséquilibrés, parmi lesquels son partenaire sexuel du moment, le docteur John Polidori, puisque Byron était indifféremment homosexuel ou hétérosexuel. Il a également embarqué son grand ami et confrère, le poète Percy Shelley, et sa future femme, dont on va beaucoup reparler, qui se prénomme Mary. Alors à l'époque, pas encore Mary Shelley, mais ça ne va pas tarder. Sauf qu'il pleut des cordes, alors on s'ennuie ferme, tout le monde ayant déjà plus ou moins couché avec tout le monde au moins une fois, les stocks d'alcool commencent à baisser, il pleut des cordes, on s'ennuie, on joue aux cartes, on se dispute. Et Byron, pour s'occuper, feuillette un recueil de nouvelles françaises sur des histoires allemandes de fantômes. Et ben tiens, si on jouait à se faire peur et qu'on écrivait des histoires de fantômes nous aussi. Pour des Britanniques, ce ne sont pas les histoires de revenants qui manquent. Sauf que le genre littéraire que l'on qualifiait alors donc de gothique commence à être un peu has-been pour nos sympathiques petits déglingués hipsters. Alors on va essayer autre chose. Et voilà comment chacun des participants va écrire un texte qui sera comparé aux autres. Et en 3 jours vont naître Frankenstein, donc de Mary Shelley, le vampire de John Polidori, tandis que, mine de rien, Byron, lui, rédige une partie de son chef-d'œuvre Mazeppa et la fin de notre de ses poèmes Childe Harold, qui tous seront promis à la postérité. Bref, ces trois-là vont tout simplement inventer un nouveau genre littéraire dont on n'a toujours pas fini de tirer le fil et qu'on peine à nommer. Alors, épouvante, fantastique, science-fiction, gothique anglais, tout ça se mélange. On préférera ici le terme de gothique victorien. Allez, nouvelle pause musicale. On va écouter la chanson Carmilla du groupe allemand Sweet Ermengarde. Carmilla, qui est une référence et un hommage à ce titre à un roman de l'écrivain irlandais Joseph Sheridan, Le Fanu, très célèbre, histoire de vampire là aussi, qui appartient justement à tout ce mouvement littéraire gothique victorien. Flesh and shadows in the darkest corner, in the center of the room, Camilla dances in self-inflicted pain. This is what the dark is for, this is what it's for, she tells me. She tells me.
selfish, emerging from my shadow. And the image of her gloom, she makes me wonder. In self-conflicting shame, are you my enemy? Or are you my enema? I wonder. If this is what the dark is for, then tell me about the light, Camilla. If this is what the dark is for, then tell me about the light, Camilla. Cage paralyzed, blood red lipstick stupor. Dyed your hair and dyed your heart too. Beat so black and blue. What is underneath, or what is underneath your mask? It haunts me, and I wonder. This is what the dark is for, then tell me about the light, Camilla. If this is what the dark is for, then tell me about the light, Camilla. Sucks me in, and she sucks me out. I've been in love with no one, I'll never share, unless it should be with you. She said, I've been in love with no one, I'll never share, unless I've been in love with no one, I'll never share, unless stepping any time over my circle line. Stepping any time over my circle line. Astral visions gonna make you mine. Stepping any time over my circle line. Sucks me in, and she sucks me out. Camilla. Camilla. Now tell me about the light, Camilla. Can you kiss away these mysterious stains? Can we dance away the cold inside? Camilla, Camilla. Will we find the cure for the sickness tonight? If we hold each other, will we burn bright in the morning light? I've been in love with no one, I'll never
le roman gothique classique. Souvent confondu avec le roman noir français, alors qu'il n'en est qu'une des influences, le roman gothique naît officiellement avec le Château d'Otrante de Walpole en 1764, ce qui est une œuvre magistrale qui répond à l'engouement de l'époque dans toute l'Europe pour le Moyen-Âge et le passé littéraire de chaque nation, plutôt que d'aller systématiquement titiller les mythes grecs et latins. Pour les romantiques français, cela signifie remettre les troubadours au goût du jour, ou encore c'est à cette époque-là que va se construire le culte autour de Molière. Chez les Anglais, à la même époque que Molière, nous, on avait Shakespeare, donc on sanctifie de même Shakespeare que Molière chez les Français, et on ressort du placard toute l'architecture gothique élisabéthaine. Nous y voilà, le roman gothique dit classique, on me permettra cette facilité langagière, vient du fait qu'elle reprend beaucoup l'architecture dite gothique élisabéthaine du XVIIe siècle, donc qui est donc 150 ans, 200 ans plus tôt. Donc ce roman gothique classique va jouer du lugubre via les vieux décors shakespeariens, de la forêt sombre, du château, de la crypte. Mais enfin, pour ce qui est de l'histoire, on reste souvent encore dans le sentimental, vaguement eau de rose, et on retrouve cette idée du décor exotique propre aux romantiques. On y reviendra. Disons que là où les romantiques français aimaient le lumineux et les grandes plaines de sable très exotiques et orientales, les romantiques anglais préfèrent eux éteindre les bougies et renifler l'humidité de la cave. Et on ne s'intéresse pas encore tant à faire peur qu'à évoquer un passé dont on a, par nostalgie ou patriotisme, la fâcheuse tendance à exagérer la gloire ou l'infamie. Quiconque se penche 2 minutes sur l'histoire de Richard III, le vrai, le roi donc, du VIe siècle, ne peut que constater que l'œuvre de Shakespeare était très propagandiste et que Richard III était peut-être même un très bon roi. Mais enfin, à l'époque où Shakespeare écrit, bien, il faut faire plaisir à la reine Élisabeth, donc on va dans le sens de l'histoire. Alors, on va faire un petit temps musical. Il ne vous étonnera pas que sur un sujet pareil, on écoutera beaucoup de rock gothique, justement, de ce sous-genre musical qui doit son nom, à tort ou à raison, à cette littérature dite gothique du 19e. Et on va écouter Moonspell, le groupe de rock portugais Moonspell, qui nous chante, excusez-moi pour l'anglais, pour l'accent anglais catastrophique, Ruin and Misery, qui est sorti de l'album Irreligious. It's your failure. I saw my victory, and each time you fall, naive tattoos on my lips. You know, empty of life, and I am drunk with death.
Alors l'histoire, justement, de quoi ça parle? Généralement, ça tourne autour d'une jeune fille, fragile demoiselle persécutée par un vieux tordu effrayant, avec en toile de fond un secret terrible. Ça n'est pas bien sulfureux, hein, c'est même un peu niais. Si tu lis par exemple Camellia de Farny Burney en 1796, qui est un gros succès populaire à l'époque, c'est un peu Hélène et les garçons dans un manoir. Hein. Steven amoureux de Jennifer, qui est amoureuse d'Andrew, qui est amoureuse de Cindy. Bon. Vous avez sinon l'autre gros hit du genre, par exemple Les Mystères d'Udolph de Anne Radcliffe en 1794, qui raconte comment une jeune fille est séquestrée par un voleur italien qui a épousé sa tante en se déguisant, tandis que son père fait des cochonneries avec une marquise qui possède un château qui a un terrible secret. Ouais, bon, voilà. Vous avez compris, c'est à peu près du niveau de Twilight, bien que quand même beaucoup mieux écrit que cette bouse moralisatrice. Et ça vise sensiblement le même public. Et c'est finalement la différence principale avec ce qui va suivre. Le mal n'est pas encore séduisant. Le monde reste binaire. Le méchant est très méchant, le héros est très héroïque, etc., etc. Alors certes, il y a un peu de macabre, de l'étrange, des décors lugubres, mais tout concourt pour que la pureté initiale et immaculée de la jeune fille, qui est confrontée aux ténèbres, trouve la sortie vers la lumière, par l'amour très souvent, et la foi de temps en temps. Et puis tout cela va se mettre à ronronner un peu, à vrai dire. Hein. Les auteurs vont se copier entre eux. Le nombre très faible d'œuvres passant à la postérité dans cette première génération montre que ce n'est pas encore très bien considéré, et pas toujours, il faut quand même être honnête, d'une très grande qualité littéraire. On se contente souvent d'appliquer une simple recette, un peu sur le principe d'une série B ou d'un film Marvel aujourd'hui. Et il faudra attendre le XXe siècle pour qu'on accorde à tout cela un peu d'intérêt littéraire. Notamment par contre, alors là, oui, la très très grande qualité des emprunts que des auteurs feront de ce premier courant gothique classique. Je pense en particulier à Charlotte Brontë dans Jane Eyre, qui reprend beaucoup d'éléments de la littérature gothique, à Gaston Leroux dans Le Fantôme de l'Opéra, à Edgar Allan Poe et beaucoup d'autres. Troisième point que j'intitulais Aparté importante. Des thèses entières pourraient se consacrer à ce qui fait basculer un courant artistique populaire et ou underground à la culture, à la grande culture, à la culture grand public et ou le mainstream. C'est une aparté, mais j'insiste, elle est importante pour comprendre ce qui suit. Les exemples sont légion, et ne serait-ce que récemment, on peut voir que tout un chacun écoute maintenant les Ramones, Metallica, NTM ou Cole Porter, quand pendant très longtemps, tous ces genres musicaux étaient méprisés et regardés de haut. Le jazz, qui fut longtemps une musique popu, est maintenant du dernier chic, et dans les cours d'école, les fans de comics, qu'il y a 20 ans, comme moi, se faisaient traiter de benets, tiennent maintenant le haut du pavé à Hollywood, et aller voir des super-héros au cinéma est tout à fait banal. Il en va de même en peinture, en littérature, en danse, en ce que vous voulez. Tous les courants artistiques connaissent ça. La mode masculine de nos jours est celle des gays des années 2000. Et les gamines de lycée portent aujourd'hui des perfectos de cuir, l'eyeliner façon Siouxsie and the Banshees et les jeans déchirés à la Kurt Cobain. Donc, tout ça pour dire que tout art alternatif commence par être considéré comme rayer les mentions inutiles, pervers, dégénéré, bizarre, insupportable, violent, sans intérêt et soupçonné d'être appelé à un avenir très bref. Et puis la roue tourne, et finalement, ce qui était alternatif devient tendance, et voilà comment les premiers tableaux de Soutine, décrits à son époque, valent des millions aujourd'hui. Tous ces romans gothiques horrifiques de la deuxième vague dont on va parler étaient considérés comme ce qu'on appelle des penny dreadful, littéralement la peur à un penny, ce qui était le prix du livre. Les penny dreadful, c'était ces histoires de série Z, inventant des faits divers plus ou moins sérieux, qui se vendaient dans le petit peuple, qui racontaient des histoires de serial killers, de cannibales, de ce que vous voudrez, et qui étaient considérés à peu près au même niveau que la pornographie. Il faut bien comprendre que, encore une fois, Mary Shelley et Dr. Jekyll et Mr. Hyde, à l'époque, seront vendus comme tels. Ce n'est que bien plus tard qu'on en fera des grandes œuvres de la littérature. Donc, voilà pour cette aparté qui était très importante, mais fondamentale pour saisir ce qui va suivre. Allez, pour cette pause musicale, on va écouter un groupe qui s'appelle The 69 Eyes, qui est très 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 inspiré par toute cette littérature gothique victorienne et par les ambiances qui vont avec. Vous l'entendrez au début de cette chanson,
le son de la pluie qui tombe, les cloches, voilà, très 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 victorien dans l'état d'esprit. La chanson s'appelle Velvet Touch, extrait de l'album Blessed Be, et c'est donc 69 Eyes. The autumn came and took you away. I never expected you to stay, like tears falling in the cold rain. I woke up one night to the darkest dream. Your pretty ghost was whispering to me, just one drop and I'll give you eternity. Looking at you, I'm looking for love, never get enough. When push comes to shove, I'm looking at you, I'm looking for love, never get enough. When push comes to shove, try to look at me, tell me what you see. Let fantasy become reality when the night is calling. Pretty baby screams. I bury my heart to the deepest seas. When the blood runs cold, I feel hot in heat. The red moon rising. Over you and me, I'm looking at you. I'm looking for love, never get enough. When push comes to shove, I'm looking at you. I'm looking for love, never get enough. When push comes to shove. Slide all over till the very end. Give me velvet touch, give me a kiss, give me a kiss of death. I'm looking at you, I'm looking for love, never getting enough. When push comes to shove, I'm looking at you, I'm looking for love, never getting enough. When push comes to shove, I'm looking at you, I'm looking for love, never getting enough. When push comes to shove, I'm looking at you, I'm looking for love, never getting enough. When push comes to shove, I'm looking at you, I'm looking for love, never getting enough. When push comes to shove, I'm looking at you, I'm looking for love, never getting enough. When push comes to shove, give me, give me. Alors, quatrième point, la révolution industrielle. Alors oui, on va faire un cours, on va parler d'histoire au sens grand H dans ce cours, parce qu'on ne comprend rien à la naissance de la littérature du 19e siècle en général, que ce soit en France chez les réalistes et les naturalistes, ou en Angleterre avec donc, ce roman gothique victorien, si on ne comprend pas, si on ne se rappelle pas des procédés de cette révolution industrielle, économique, politique et culturelle. Claude Lévi-Strauss, le grand anthropologue, disait que toute réalité culturelle est toujours le fruit d'une nécessité pratique.
Dans le cas présent, on ne comprend rien au boom dément de la littérature du 19e si on ne le met pas en relation avec la révolution industrielle et politique et sociologique de la même époque, et c'est ça que nous allons détailler. Entre un paysan qui vit en moins 50 en Cornouailles et son lointain descendant de 1750, que nous allons appeler Bobby, parce que c'est plus pratique et puisque c'est mon article et je fais ce que je veux. L'évolution technologique entre la vie de ce paysan de moins 50 en Cornouailles et son lointain descendant en 1750, l'évolution technologique et scientifique est quasi nulle. Leurs modes de vie sont extrêmement semblables. Alors certes, on a pondu l'imprimerie, la poudre et le protestantisme, mais à part ça, pas grand-chose. L'invention et la commercialisation de la machine à vapeur à la fin du XVIIIe vont amener une industrialisation galopante et transformer toute l'économie. Les campagnes vont se vider pour aller s'engager dans des usines qui sont quasiment des villes autonomes. Et Londres, comme beaucoup d'autres capitales, va se retrouver noyée sous les fumées du charbon, des machines à vapeur, les allées et venues des militaires vers les colonies, c'est l'époque des guerres coloniales, celle des marchands vers le Nouveau Monde, les populations indigènes qui débarquent, le métro, le train, les premières bobines électriques bientôt. Il faut quand même se rendre compte qu'en 1800, la capitale anglaise comptait 700 000 habitants et elle est passée 50 ans plus tard, en 1850, à 2,5 millions. C'est-à-dire plus de 3 fois multiplier sa population en seulement 50 ans. C'est complètement gigantesque. Et tout ça, cette urbanisation aussi, bien évidemment, se fait dans un bordel sans nom. Il faut bien se rendre compte. Comme il y a eu les guerres coloniales, qu'il y a tout ce commerce-là qui se fait, on voit passer des Pakistanais, des Indiens, des Égyptiens, on découvre des mots nouveaux, des textures nouvelles, des goûts nouveaux. Les cheminots de Yancey Street, qui sont les plus pauvres, gagnent 1 pence par jour, quand Lord Wellington, à côté, dans la même ville et à seulement 3 rues de Yancey Street, voit rentrer près d'1 million de livres quotidiennement sur ses comptes en banque. On a des écarts de richesse déments. En 1812, les beaux quartiers s'éclairent au gaz et ils voient très très vite arriver l'eau courante, quand dans le quartier de Whitechapel, tristement célèbre pour les meurtres de Jack l'Éventreur un siècle plus tard, la petite vérole tue plus que la vieillesse. Et oui, on a des cas de cannibalisme qui sont recensés. Je ne sais pas si vous voyez le tableau. On a un grand écart des richesses, des innovations technologiques massives, on a des débordements de population dans tous les sens, on imagine la tronche que fait Bobby, notre paysan de Cornouailles, lorsqu'il arrive là-dedans, et qu'il a quitté sa Cornouailles natale où il vivait dans une maison faite en briques de boue, avec un toit de chaume et des brebis. En 1783, on fait voler une montgolfière pour la première fois. Un siècle plus tard, on est passé à la voiture, en seulement un siècle. En 1800, on ne connaît pas encore la photo. En 1900, on fait des films. Je ne sais pas si vous voyez le bond technologique dément. Tout ça à l'échelle d'une vie humaine. Donc, et toujours à la même époque d'ailleurs, la presse se développe à toute berzingue et s'ajouteront très très vite la photographie à partir de 1828 et le phonographe, donc les enregistrements audio de musique et autres, à partir de 1877, dont on sous-estime totalement l'importance et qui mériterait d'ailleurs un article entier. Le chemin de fer, bien sûr, et le bateau à vapeur vont raccourcir la taille du monde. Je garde l'exemple de mon paysan de Cornouailles, Bobby. En 1800, il mettait 8 jours pour aller de Plymouth, la plus grande ville de Cornouailles, à Londres. Il y a à peu près 320 km. Et encore, il mettait 8 jours s'il avait les moyens de se payer la diligence, ce qui était assez rare. 50 ans plus tard, il fait la même distance en 22 heures. Alors, de nos jours, 22 heures pour faire 330 km, ça fait rigoler. Mais à l'époque, c'est dément. En une journée, vous faites le trajet que vous mettiez jusque-là une dizaine de jours à réaliser. Si vous rajoutez à cela qu'à partir de 1850, il peut envoyer un télégramme de Plymouth avant de partir et que ce dernier arrivera seulement 4 heures plus tard pour informer Tata Shirley qu'il arrive, vous vous rendez compte que la taille du monde s'est rapetissée. La circulation des informations à la vitesse décuplée pour le Morse, des personnes par le train, des images par la photographie, les denrées nouvelles par la colonisation, les idées par la presse, tout ça déclenche un putain d'Armageddon dans la société britannique, dont une partie des pauvres en plus continue à plier les Gaules vers l'Amérique, aggravant encore l'instabilité sociale due à l'exode rural. Avec ce bouleversement économique et l'internationalisation du commerce, vont naître de nouvelles idées politiques en plus. Le capitalisme, le socialisme, l'anarchie, etc., etc. Et les tensions qui vont avec.
Vous le sentez là, le bon gros tremblement de terre socioculturel? Bon. Je disais donc qu'à l'échelle d'une génération, Bobby et sa tante Shirley vivent ce qui fut probablement le plus grand bouleversement socio-économique de tous les temps. Ou presque. On pourra en débattre, mais en tout cas, disons l'un des plus grands. Et là, ami lecteur attentif, tu te demandes, mais quel rapport avec le titre de l'article sur le roman gothique? Eh bien, justement, tout, absolument tout. J'espère que vous avez bien suivi. Je fais des allers-retours, mais c'est important d'avoir ce contexte-là parce qu'on ne comprend rien, encore une fois, à cette littérature-là si on n'a pas en tête ce contexte socio-économique, culturel et politique. Allez, 5e point, l'arrivée du roman gothique victorien. Donc, je le redis, on ne comprend rien à la spécificité de ce mélange science-fiction, fantastique et épouvante et gothique romantique que vont opérer sans le savoir les compères de la Villa Diodati.
dont je parlais au début, Mary Shelley en tête avec Frankenstein, si l'on ne l'inscrit pas dans le contexte de ce que nous venons de dire précédemment sur ce bouleversement économique, socio-culturel. De quoi vont parler Mary Shelley, Bram Stoker, Stevenson et les autres, si ce n'est précisément de cette confrontation entre un monde scientifique nouveau avec un monde plus ancien qu'on essaie de faire coïncider. On rappellera que le titre complet du bouquin de Mary Shelley, c'est Frankenstein ou le Prométhée moderne. Prométhée, le mythe antique de Prométhée. Cette précision est fondamentale car elle éclaire le principe justement de ce roman victorien. Adapter les mythologies, superstitions et autres légendes occultes, bref, les expressions des peurs d'autrefois, aux nouvelles formes de magie. Quand je dis magie, c'est au sens premier du terme, c'est-à-dire un procédé qui aboutit à un résultat qui dépasse la compréhension immédiate des sens. La science, ces sciences nouvelles, la photographie, le train, le morse, sont vécues comme une forme de magie par ces populations. Ces procédés scientifiques hors normes pour l'époque sont démentiels. On rappelle que le taux d'alphabétisation en Angleterre est de 4% en 1820. Et il y a encore, toujours en 1820, un article du Code civil en Angleterre qui sanctionne les loups-garous. C'est-à-dire qu'on croit tellement à l'existence des loups-garous qu'ils sont carrément dans la loi. Donc ces formes scientifiques hors normes, disais-je, vont se substituer aux procédés ésotériques traditionnels. Et on va, en plus de ça, importer des mythes et légendes et des terres nouvelles que l'on découvre, des cultures nouvelles. Le monstre de Frankenstein remplace par l'électricité le vaudou ou la momie, justement vaudou haïtien, momie égyptienne. Stevenson explique la possession du docteur Jekyll non pas par la magie noire d'un pacte avec le démon, mais par la chimie et la drogue. D'ailleurs, on a découvert récemment en Asie l'opium, à cette époque-là à Londres, qui fait des ravages, énormément de toxicomanie. Dracula, pour continuer lui, sera combattu dans le bouquin de Bram Stoker par la psychiatrie, la transfusion sanguine et le train, toutes des inventions modernes. Là où le roman donc gothique, disons classique, glorifiait le passé et jouait au contraire des peurs dites traditionnelles, le roman gothique victorien, lui, réinvente ses peurs ancestrales via la technologie et crée finalement un transfert. Donc, et il ne faut pas non plus perdre de vue une chose, notre Bobby de Cornouailles est toujours lui, autant que Lord Wellington, le multimilliardaire, croit dur comme fer à l'existence des fantômes, des loups-garous, des farfadets, des elfes, et sans doute même des vampires, hein, même si ce mythe slave, justement, participe du côté exotique des nouvelles superstitions, tout comme le vaudou ou les chamans. Donc, la partie la plus dure à croire pour le lecteur de l'époque qui lit Frankenstein, que ce soit Bobby issu d'une société où on croit à l'existence des Corrigan, ou bien Lord Wellington qui, tout amiral et noble qu'il est, appartient à 3 sociétés secrètes différentes et souscrit comme ses camarades à chapeau haut de forme à la grande mode du spiritisme et de la cartomancie. Bref, pour faire simple, le lecteur, quelle que soit sa couche sociale, voit plus de magie et d'inexplicable dans le procédé électrique remuant le corps du monstre que dans l'idée qu'un mort puisse se relever. La magie, elle est dans l'électricité, pas tant dans un mort qui se relève. La transfusion sanguine dans Dracula de Stoker choquera plus que l'idée qu'une créature immortelle existe depuis 4 siècles en buvant du sang. Et je vous rappelle qu'à cette époque, d'ailleurs, pour soigner une grippe, on pratique encore la saignée. Et les malades mentales sont souvent réglés à grands coups de trépanation. Donc, il faut bien comprendre dans quel contexte de changement technologique brutal s'inscrit tout ça. Mais surtout, la plus grande distinction entre les deux époques du roman gothique, donc le roman gothique classique de 1760 en gros jusqu'à 1820 et le roman gothique victorien de 1820 à 1900 à peu près, la plus grande distinction entre ces deux âges du roman gothique se situe dans l'évolution morale. Le gothique classique montrait le mal comme dangereux, nuisible, et qu'il fallait combattre et vaincre par des vertus positives, l'amour, la famille, la foi, etc. Le roman gothique victorien, lui, montre ce que la morale bien pensante réprouve. Sous son aspect le plus séduisant est clairement Lord Byron et l'image même du vampire tel que Polidori le décrit dans cette première nouvelle de vampire.
Les données érotiques sont de plus en plus floues, les drogues sont attirantes, et tout en les sachant néfastes, les personnages s'y adonnent. Lorsque Dr Jekyll se soigne avec sa formule chimique, son breuvage, il sait que c'est un peu dangereux ce qu'il fait. On flirte avec ce danger-là, consciemment et volontairement. L'immoral, le néfaste, le mauvais est séduisant. Ainsi, les monstres mettent aussi en exergue par leur rejet de la société, par le fait qu'ils sont traqués, qu'on essaye de les tuer, l'intolérance et la bêtise humaine aussi. Bref, le monstre n'est pas toujours celui qu'on pense. Et le Dracula de Stoker, en 1897, va enfoncer définitivement le clou dans le cercueil de la frontière floue entre Eros et Thanatos, l'amour et la mort. Alors, 6e point pour conclure, est-ce qu'on a tort finalement ou raison d'associer ou de différencier les deux pendants du roman gothique, que sont donc le roman gothique que j'appelle classique et le deuxième âge que j'appelle victorien. À vous de juger, par vos lectures peut-être, par vos goûts, par vos recherches. J'aime aller voir comme un père et son fils. Tout en étant de la même famille, ils sont deux individus différents. Ils en partagent une même société, des cadres esthétiques et stylistiques, un lectorat souvent commun. Mais de notre côté, en une génération, leurs époques respectives vont être totalement bouleversées. Et au final, si le roman gothique classique exalte les valeurs nostalgiques et les codes élisabéthains du XVIIe siècle, le roman gothique victorien va faire exactement le contraire. Il remplace les peurs anciennes par les nouvelles, tout en se tournant vers le XXe siècle. Façon de dire que si la science et la magie changent, l'âme humaine, elle, finalement, reste le même. Et la fascination et la peur vers ce qui est différent et incompréhensible aussi. La meilleure illustration de ce qui fait l'essence du roman gothique victorien se trouve justement dans le roman Entretien avec un vampire de Anne Rice, publié en 1976. Alors, il y a bien sûr l'affrontement entre les vampires du Nouveau Monde et ceux de la vieille époque, comme si les deux branches du roman gothique réglaient leur compte. Mais c'est surtout vers la fin du livre, lorsque le vampire Louis découvre le cinéma et peut à nouveau voir le soleil se lever, chose qu'il n'avait plus pu faire depuis des siècles, que s'incarne ce dualisme. Tout immortel et puissant qu'il est en tant que vampire, il ne peut rien contre une force primitive et immuable de la nature. Seule la science, la technique du cinéma le peut. Voilà, j'espère que ce cours donc, sur la littérature gothique victorienne vous aura plu. On se quitte bien évidemment en référence à Anne Rice dont on vient de parler, avec un titre extrait de la bande originale du très mauvais film Queen of the Damned, La Reine des Damnés, qui est une adaptation d'un bouquin de Anne Rice. Le film est très mauvais, mais la bande originale est absolument excellente. En l'occurrence, c'est le chanteur et le guitariste de Korn qui l'ont réalisé. Sur ce titre, ils invitent David Draiman, le chanteur de Disturbed, à chanter donc la chanson Forsaken. C'est le générique d'ouverture de ce très mauvais film, mais dont la BO est absolument formidable. Et puis je vous dis à très bientôt. Buon confinement à toutes et prenez soin de vous et de ce que vous aimez. Clouded by memories of the past.
hide.